Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent pour le partager le fil de leurs idées. Moi, j'ai peut-être une question d'emblée pour Anne, tout d'abord. Ah oui, puis Claire, on t'écoutera ensuite. C'est au sujet de cette écriture de plateau qui est donc pratiquée par Noémie Carco. En fait, est-ce que tu as connaissance d'autres dramaturges, d'autres auteurs qui pratiquent cette écriture de plateau collective, en fait? Parce que, justement, on en parlait avec Karine, mais c'est peut-être une écriture d'époque que cette collectivité, en fait. Et je me suis posé la question, savoir si tu avais d'autres expériences en tant que grande spectatrice et lectrice de textes de théâtre, de cette écriture collective du texte de théâtre. Je pensais aussi du côté, je pensais à cette femme qui flûte Alien et compagnie, Bambi et autres. Olivia Rosenthal ? Oui, merci. Olivia Rosenthal, elle fait ça aussi. Elle travaille beaucoup avec la scène et avec ses textes avant de les mettre à l'écrit. Ils sont d'abord mis en scène. Ça va marcher. Oui, alors ici, j'ai effectivement eu un accès privilégié à la genèse du texte parce que, en fait, j'ai vu l'auteur et donc elle a vraiment commenté comment elle faisait, mais je pense que c'est effectivement quelque chose de récent, en fait. Il y a toujours, et je pense aussi qu'il y a des dosages différents parce que j'ai aussi parlé avec Florian Pâques, qui, en fait, prenait plus la plume, je pense, hein, mais en même temps, qui testait ce que ça donnait sur la scène et qui ajustait. Donc, c'est une autre façon de faire. Donc, en quelque sorte, il y a des remarques qui sont faites par l'acteur pour dire telle chose marche pas, et on ajuste. Alors que dans le cas de Noémie Carco, il s'agissait vraiment donc d'une stratégie. Donc, elle donne juste des situations et donc les acteurs commencent à essayer, à échanger, etc. Alors, il faut dire qu'elle est aussi enseignante, donc elle enseigne dans cette formation théâtrale qu'on appelle cours Florent, donc qui existe en différents endroits, à Bruxelles, à Paris, etc. Donc, il s'agit aussi d'une nouvelle formation, sans doute, qu'on donne aux acteurs en devenir. Donc, alors, je n'ai pas vraiment de vision générale par rapport à cette pratique, mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de se répandre. Merci. Mais donc, en même temps, c'est là qu'intervient le statut du texte. Hein. Donc, une fois que le texte est publié, ça devient en quelque sorte un document figé que d'autres acteurs peuvent s'approprier. Est-ce qu'ils vont faire évoluer le texte? Encore une fois, on n'est plus à l'époque des auteurs classiques où le texte est un monument en quelque sorte intangible. Donc, je ne sais pas. Mais c'est assez intéressant de voir en fait ces interactions entre donc la performance et le texte. Merci. Claire, tu voulais intervenir. Oui, alors moi, c'était plutôt sur l'exposé de Karine, vous n'en serez pas étonnée, parce qu'évidemment, j'ai été très sensible et très, très intéressée à tous les jeux sur les discours rapportés, sur l'énonciation, etc. Et bon, je n'ai pas lu le roman, donc peut-être je me trompe, mais je me demandais si l'utilisation de la troisième personne pour le discours direct, ce n'était pas aussi une façon d'exprimer cette expérience qui est relatée par de nombreuses femmes dans des situations semblables ou dans des cas de viol, où elles disent que c'était comme si elles se retiraient de la scène et en étaient en quelque sorte spectatrices. Et donc, comme si ce n'était pas elles qui étaient violées, agressées, etc. Et voilà, donc je me suis demandé si ça ne correspondait pas à ça.
Et d'autre part, tous les phénomènes de brouillage que tu as décrits participent certainement justement à ce que tu as appelé la zone grise, justement, de l'emprise. Et voilà, et l'emprise, c'est justement quand même ça, c'est la dépossession de son moi, quoi. C'est la dépossession de sa personne, de sa personnalité, quoi, je veux dire. J'ai parlé d'aliénation au début, en fait. Comment? J'ai parlé d'aliénation. Oui, J'ai voilà. dit aliénation, mais qui est tout le temps dans les romans qui est récurrent dans les Oui, romans mais de après, tu as Vielle. parlé d'emprise beaucoup. Oui, mais parce que je trouve que, bon, c'est vrai que j'ai parlé d'emprise, parce que là, je trouve que du coup, l'aliénation prend la forme de l'emprise. Surtout que, bon, voilà, comme il y a la dimension sexuelle, si tu veux, je trouve que là, pour le coup, voilà, il a vraiment été influencé par l'air du temps, du coup. Voilà. Et comme ces affaires d'emprise, on en a beaucoup entendu parler, tu vois que le terme a été émis au code pénal en juillet 2020, le roman est sorti en mai 2021, enfin tu vois, il donne à remplir, à réfléchir là-dessus. Et puis il y a tout un, alors ça j'ai pas eu le temps de le développer, mais il y a, comme je disais, la figure de dérivation, tu vois, la main qui est prise sous l'autre, et puis elle a mis du temps il l'a lâché prise, enfin tu vois, bon voilà. Donc si tu veux, il y a comme une matrice phonique aussi qui court, la prise, la proie, etc. et qui m'a rappelé en prise. Mais par rapport, alors justement, alors, tu te doutes bien que chaque fois que je travaille sur des discours à portée, je pense à toi, j'ai une pensée. Oh, quel plaisir! Voilà, et donc à toutes les questions qu'on s'est posées, etc. Et puis évidemment, je me dis, si j'avais Claire dans ma poche, je la sortirais bien, je la mettrais la petite Claire sur mon bureau. Je pense souvent à Cécile aussi, évidemment. Et donc, d'ailleurs, Cécile, tu dois me répondre sur une question. N'oublie pas. Et donc, j'aimerais bien que l'une et l'autre, et tous les participants qui ont lu le roman, vous me disiez ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de douter. Donc, le roman, je l'ai lu plusieurs fois, puis j'ai relu les passages, etc. Et bon, je me suis fait un peu des nœuds dans le cerveau. Bon. Après, on peut le lire de manière très claire, très simple, je veux dire, assez naïvement, quoi. Bon. Mais à un moment donné, je me suis demandé effectivement si, à partir de la page 135, il fallait pas tout reprendre en me disant, mais finalement, ce jeu qui parle, c'est peut-être Laura. Voilà. Et donc, il y a quand même ces jeux de brouillage. Alors, même si il nous met sur des fausses pistes, Vielle. Donc, au bout du compte, je ne sais pas quelles sont les fausses pistes qui doivent être, les pistes qui doivent être définitivement écartées, celles qui doivent être gardées, etc. Et puis, par rapport à ce que tu dis de ce refus de dire je, bon, il y a le texte, évidemment, séminal de Beckett dans les années 70, c'est pas moi, not I, avec cette bouche en fait féminine. Alors on ne sait pas ce qui lui est arrivé parce que le texte est lacunaire, il est crédé de points de ponctuation, où il y a cette envie de dire je, mais cette bouche en fait qui parle d'elle, on comprend qu'elle parle d'elle à la troisième personne, voilà. Et elle dévide sa pelote, etc. Et il y a ça aussi chez Laura, donc voilà, ce personnage féminin et donc effectivement ce refus à dire je, mais en même temps, dans les passages de discours direct tels qu'ils sont donnés à lire dans le roman, elle dit je, Laura. Donc c'est pour ça, tu me diras ce que tu en penses de ce passage, page 135. Quand justement il y a cette idée, et se relisant, elle a senti plus encore que le jeu qui peuplait son histoire s'était transformé en elle, presque incapable de faire se rejoindre les deux instances désormais séparées, de sorte qu'elle regardait comme une étrangère cette jeune fille. Est-ce qu'elle a fait son récit à la troisième personne et que c'est les policiers qui ont mis jeu finalement? Enfin, il faudrait tout inverser, c'est-à-dire à ce moment-là, tu vois, même le jeu du discours direct, c'est à elle. Enfin, et voilà. Ouais. Et donc, ça vaudrait le coup d'écrire à Tanguy Vielle pour l'interroger un peu sur... hein. J'ai pas voulu le faire, tu vois, pour déjà, voilà. Parce que aussi,
tu vois, j'ai d'abord écouté des interviews, j'ai lu des articles, etc., pour savoir ce que d'autres que moi en pensaient. Mais en même temps, voilà, l'auteur, il sait pas tout sur son texte aussi, tu vois. Donc, je voulais pas enfermer ma lecture et en réduire les pistes parce que l'auteur lui-même n'y a peut-être pas pensé. Et en même temps, je trouve que du coup, effectivement, il dit qu'il passe à la troisième personne. Mais ce narrateur, il dit je constamment. Et puis, il y a le jeu de l'aura. Alors, c'est astucieux parce qu'il mêle les deux focales, du coup. Zéro, mais une focale qui n'est pas tout à fait zéro. Et puis, la vision, le point de vue de l'aura, etc. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un dispositif qui est ingénieux, mais à travers lequel on retrouve quand même sa manière habituelle, du coup. Merci, Karine. Marie-Alban, tu voulais intervenir? Oui, déjà, merci beaucoup aux deux intervenantes. C'était vraiment deux exposés qui m'ont beaucoup intéressée. Alors, Karine, en fait, j'avais exactement la même remarque que Claire sur l'effet d'étrangeté, d'aliénation, de fait de parler de soi à la troisième personne à la suite du trauma et du viol. Donc, on a vraiment, je pense, eu la même idée. Après, je me demande aussi si dans cette indécidabilité, c'est-à-dire est-ce que finalement tout ce qui est écrit n'a-t-il pas d'abord été proféré? Est-ce que finalement, au bout du compte, on n'aurait pas une origine orale? Je me demande s'il n'y a pas une sorte de trait minuit, parce que même genre d'ambiguïté chez Claude Simon, tu as parlé de Beckett, on trouve un peu ce genre d'interrogation. Tu parles de ruban de Möbius, on n'arrive plus finalement à savoir. Je trouve que c'est intéressant quand tu as des discours directs à la P3, on en vient à imaginer des choses assez surprenantes, mais qui, je trouve, disent bien notre perplexité. On trouve un peu ça chez Marine Diaye aussi, de sa période minuit. Donc, il y a peut-être un marqueur d'édition, mais peut-être plus généralement un marqueur d'époque. Et je me suis demandé si dans le cas précis de ce roman, que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas si c'est valable, il n'y avait pas aussi cette question justement de l'emprise qui pose un tel problème en termes judiciaires, quand on essaie de faire l'établissement des faits. Et puis même quand ça ne va pas jusqu'au judiciaire, mais tout simplement au sein des entreprises, dans les comités de violences sexistes et sexuelles, qu'on a comme ça des pièces pour instruire les faits. On se retrouve vraiment, tu parles de zone grise, c'est exactement ça, on n'arrive pas en fait à... Les deux points de vue, celui de la victime et du supposé agresseur, paraissent valables. Il y en a un qui dit il y a eu contrainte et l'autre qui dit non, il y avait consentement. Donc c'est vraiment typiquement le genre de faits qui sont extrêmement ambigus selon le point de vue. Et je me demande aussi si le fait d'introduire une telle complexité énonciative, ça rejoue pas aussi cette question fondamentale du point de vue dans l'établissement des faits. Mais je ne sais pas si c'est valable pour le texte en question, mais c'est ça que ça m'a évoqué en t'écoutant. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis surtout, alors, moi, évidemment, moi, j'ai lu ça au crible de la lectrice que je suis. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à toutes ces affaires d'emprise, parfois on réfléchit, il y a quelqu'un qui est parti. Je sais pas, ça fait du bruit. Non, c'est mon ordinateur qui me fait des rappels intempestifs, pardon. D'accord. Non, mais c'est quand je parlais des vieux réflexes, on est quand même perplexe parce que quand je lis par exemple que c'était l'histoire de Patrick Poivret d'Arvor, donc avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a eu Tristan Banon, il y en a une autre. Alors en plus, ça fait boule de neige, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a une qui parle et puis toutes parlent, etc. Donc on se dit qui dit vrai, qui ne profite pas de surfer sur la vague pour se mettre devant la caméra, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tout aussi. Bon, bref. Donc, PPDA, lui, il a eu des rapports forcés avec Florence Porcel. Et puis, ils se sont revus, ils ont eu un rapport consenti. Et puis, de nouveau, ça s'est transformé en rapport forcé. Donc, c'est compliqué. Le maire dont je parlais, le maire de Draveil, qui commençait à masser les pieds de ses employés de mairie, eh bien, lui, il a été acquitté pour une des employées, mais pas pour l'autre. Ouais. Alors, parce que l'autre, en fait, elle a donné des versions qui n'étaient pas contradictoires, etc. Mais du coup, ça surprend. On se dit, mais comment? Alors, dans un cas, alors là, il a été accusé d'agression sexuelle et de viol, mais pour l'autre, non, tu vois. Donc, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que... Et bon,
ça va même plus loin, parce que j'ai pas eu le temps de le dire. Laura, quand elle va voir le maire, elle met des baskets blanches parce qu'elle a que ça à mettre et donc elle veut pas mettre des talons. C'est-à-dire qu'en fait, bon, elle veut paraître son âge, mais en même temps, elle met une robe en maille qui met en valeur ses hanches avec un petit perfecto, du rouge à lèvres rouge, etc. Bon. Alors, on en revient à ces discussions, voilà, mais bon, voilà, les filles qui ont des jupes trop courtes, elles provoquent, voilà. Et d'ailleurs, dans le roman, à un moment donné, les policiers, quand ils lui parlent des photos qu'elle a faites et des rapports, alors il lui dit, et ça s'arrêtait là, et elle dit, ben non, qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc oui, elle a eu des rapports avec ses employeurs, elle photographe, et ils veulent lui faire dire, et vous n'avez pas pensé à... Et elle leur dit, pour les court-circuiter, quoi, que je me prostituais, parce qu'elle ne veut pas entendre le mot provoquer. Bon. Tout ça pour dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime bien, enfin, et nous tous, je crois, être déplacés. Finalement, quand je me surprends à avoir des pensées limitées ou celles de la doxa, quoi, finalement, parce que, voilà. Parce qu'on essaie on est démunis en fait, parce qu'on se dit bon voilà, finalement qui dit vrai, est-ce qu'il y a eu voilà, est-ce qu'il y a eu consentement, est-ce qu'il y a eu, enfin, c'est très très insidieux tout ça, c'est difficile en fait d'arriver à trouver le fil d'Ariane pour démêler les chevaux, quoi, enfin. Et donc effectivement les points de vue, oui c'est ça. Hein. Il y a différents points de vue, mais il faudrait que tu le lises, Marie-Alban. Oui. Mais ça donne envie, en tout cas. Bon, j'avais aussi une question pour Anna Carlier, mais je pense qu'on n'a plus le temps, puis je crois qu'elle arrive à parler aussi. Je vais juste me contenter de la remercier pour ses aperçus sur ces textes qui ont l'air tout à fait passionnants. Alors, pas long. Bonjour à tout le monde. Anne-Marie et Raymond, vous avez 2 petites questions et auxquelles nos intervenantes devront répondre de manière très rapide parce que nous avons dépassé notre temps. Donc, il va falloir… Oui, alors ça vient un petit peu en retard. C'est pas une question, c'était pour dire qu'il y a d'autres situations pour rejoindre un peu. Merci, hein, bon, ça m'a beaucoup intéressé. Puis je vais lire aussi parce que tu es peut-être déçue. Tu es peut-être déçue que je pense qu'il y a Cécile qui a lu, mais la pauvre, on la laisse pas parler. Mais donc, je me souviens je t'écrirai parce que je me souviens d'un livre, d'une expérience vécue d'une mère qui a perdu son fils d'un suicide. Et donc, il y a toute ce passage à la résilience qui fait qu'elle dit à un moment « elle ». Il y a des chapitres qui alternent entre « je » et « elle ». Donc, ce n'est pas qu'une question d'emprise, je crois que c'est un petit peu quand il y a une grande souffrance. Et que, donc, elle le dit. Alors, il faut absolument que je retrouve… Comment ? C'est pas Philippe de Camille Laurent ? Non, c'est pas ça. Je ne crois pas, il faut que je retrouve le titre. Et elle dit ostensiblement, là, je vais dire elle, parce que c'est douloureux. Voilà. Donc, ça peut être intéressant parce que ça date c'est pas ces phénomènes vraiment très, très complexes. Et Dieu sait si on est en plein dedans en ce moment. Et donc, du coup, ça peut aussi concerner un deuil insupportable. Hein, voilà. Donc, c'est une femme croyante qui écrit ce livre. Ce sont de vrais événements. Et elle dit à un moment, donc, elle passe par cette stratégie du « elle » à la place du « je ». Voilà, je voulais juste dire ça pour… Merci, Anna. On a parlé. Voilà, merci. Merci en tout cas. Merci. Raymond, vous voulez intervenir ? Mais très, très rapidement, hein, je ne vais pas prendre sur le temps. Je parlerai du roman de Tanguy Viel que j'ai lu et sur lequel j'ai un peu travaillé aussi. D'abord, sur les noms des personnages sont tout à fait intéressants parce que les noms des personnages ont des significations au breton. Le corps, ça signifie le nain, hein, le petit taille, ce qui était l'envers du boxeur, hein, l'envers du boxeur. Hein. Le barse, c'est le poète, le chanteur, le maire, comme maître chanteur, il se pose là, hein, voilà. Et Bellec, c'est le prêtre. Il est tout en blanc et il fait la cérémonie. Une cérémonie. Hein, ceux qui ont lu le roman ou ceux qui l'auront. C'est la première remarque. C'est moins des questions que des remarques. Hein. La deuxième, c'est sur la zone grise. En fait, la zone grise se situe entre ce qui est légalement interdit et ce qui est moralement condamnable. Et donc, tout à fait d'accord avec vous sur l'emprise, mais je pense que c'est un roman aussi sur le consentement. Hein, sur le consentement.
Et la fin, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance pénale de l'agression sexuelle. Vous savez, c'est les fameuses VCLS, c'est-à-dire il faut, pour qu'il y ait eu viol, pénalement, il faut qu'il y ait violence, contrainte, manipulation et séduction. Surprise, pardon, et surprise. Et en fait, le maire n'est pas condamné parce qu'il n'y a pas eu ces 4 éléments-là. Et c'est pour ça qu'on est dans une zone grise, dans une zone grise. Et je pense que c'est une interrogation sur le consentement. Et là, quelques féministes ont écrit sur ce consentement. Et peut-être que ça nous oblige à, au lieu de nous penser sur l'intentionnalité, était-elle consentante ou pas consentante, et là on pèse des œufs dans des toiles d'araignée, comme disait l'autre. Il y a une bataille à mener ici sur ce qu'on appelle le consentement affirmatif, c'est-à-dire et ce que on appelle aussi la conversation érotique, c'est-à-dire il ne s'agit pas à la femme de dire non, il s'agit à l'homme d'avoir une conversation érotique de telle sorte que la femme dise oui. Je pense que ça peut être une réflexion tout à fait intéressante. Et puis, c'est la dernière chose, je suis trop long, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord sur ce mélange des voix. Moi, j'ai vu une figure de stylistique dominante dans ce récit, c'est l'épanorthose, c'est-à-dire continuellement, que ce soit les personnages, que ce soit le narrateur, il corrige. Je n'ai pas voulu dire ça, il vaudrait mieux dire ça, ce qu'est la définition même de cette figure de style. N'étant pas spécialiste, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est une parole interdite. Et j'aime bien le mot interdite parce que c'est à la fois interdite et Laura, elle a la parole interdite au sens courant du terme. Voilà les quelques mots que je voulais dire, mais c'est moins des questions que des prolongements de ce que vous avez dit et sur lequel j'adhère évidemment. Et je vous remercie de ce bel exposé très, très minutieux et très convaincant. J'ai fini. Voilà, merci. Raymond. Pour peut-être, juste avant de nous quitter, il y a juste une petite remarque que j'aurais voulu te faire, Anne, à propos de ces pièces. Moi, ce qui m'a frappée dans celles que j'ai pu lire, parce que vraiment, j'aimerais que tu interviennes auprès des éditeurs belges pour que nous puissions avoir accès à ces textes, c'est la dimension, c'est-à-dire que cette polyphonie, ce travail des voix se fait aussi avec les voix des morts, les voix tout à l'heure, tu parlais pour le travail de Noémie Carco de faire parler les acteurs de leurs fantasmes, de leurs rêves par rapport à la personne, à Mona, je crois, qui ne va pas bien. Mais en fait, je pense évidemment à Kingdom aussi, enfin à Tristesse, aussi bien qu'à Arctique, les voix des morts, les voix autres, les voix rêvées, les voix fantasmées sont là en permanence, les voix chantées. Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant, que ce mélange des voix. Et je ne sais pas s'il en va de même chez Carco, si elle joue avec oui. Oui, absolument. Il y a aussi Mona qui chante à certains moments, donc sans qu'on comprenne vraiment. Donc, c'est aussi une recherche d'interprétation. Alors, donc, oui, c'est vrai que c'est un peu l'aspect surréaliste, peut-être. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment cette polyphonie, et dans le texte de Geneviève Damas, c'est très clair aussi. Donc, il y a vraiment les différents plans qui se mélangent, et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne sait plus ce qui appartient à quel plan, et c'est pas important. C'est recherché, en fait, la confusion de... Oui, tout à fait. Dans ce cadre-là aussi, il y a vraiment un travail sur le floutage des frontières. Oui. Oui, merci de me noter ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui intervient vraiment dans toutes les pièces, et même un peu moins dans Florian Pâques, mais il y a aussi
Quand même, oui, il fait oui, sortir oui. son petit bonhomme du carton, là, et il y a une échappée belle poétique qui est très, d'ailleurs, qui est le plus beau passage de la pièce, m'a-t-il semblé. Hein. Ouais, vraiment. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. J'ai un peu hésité à vous la faire lire parce que, en même temps, si vous allez voir la pièce, la surprise est un peu partie. Mais en fait, il y a cette atmosphère des temps modernes qui est très présente. Et c'est bon, tout à fait par hasard que quand j'étais en train de lire cette pièce, il y a eu un grand scandale précisément par rapport à une firme néerlandaise qui ont été attaqués pour esclavage, si je peux utiliser le mot. Donc, je pense effectivement que mais effectivement, il y a aussi dans la conscience du personnage tout le temps des retours en arrière, des différents. Oui, oui. Non, et je me suis aussi vraiment je lui ai posé la question aussi, comment ils font pour la mise en scène, parce que là, je n'ai pas vu les pièces et c'est intéressant alors ce que vous avez vu en enregistrement, c'était pas très très clair, la qualité n'était pas très 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 bonne, mais précisément Cécile Van Dalem, elle joue en fait aussi avec une projection qui montre un autre plan et qui montre des choses que les personnages ne disent pas en fait. Donc il y a là aussi vraiment un travail assez intéressant sur plusieurs niveaux. Merci vraiment à toutes les deux pour vos belles interventions.